Bien, je pense que tout le monde est là et on va laisser les gens arriver au cas où. Euh, donc, je pense qu'Arnaud est prêt pour l'enregistrement, donc ça c'est bon. Alors, on va faire ça de façon assez. On va inaugurer cette nouvelle séance et cette rentrée du séminaire P2M, passé, présent, mobilité, pour la 15e ou 16e saison, je n'ai plus les chiffres en tête. Donc c'est une saison un peu spéciale puisqu'on inaugure le séminaire sous une forme distancielle. Donc on verra si on a autant de présence et en plus d'affluence pour ce séminaire. Et donc pour ce séminaire d'aujourd'hui dédié au vélo, nous accueillons Mathieu Adam de l'Université de Lyon et puis Carolina Martinez-Tavares qui travaillent à la Fédération des usagers de la bicyclette, qui vont tous deux nous parler du vélo dans la ville. Je propose que l'on commence par Mathieu et puis ensuite Carolina pour environ 40-45 minutes. Et puis ensuite, nous leur poserons quelques questions et quelques remarques au sujet de leur présentation. Est-ce que ça convient à tout le monde? Mathieu, c'est bon pour toi? Moi, je ne t'entends pas. Bon, c'est super. Ouais. Peut-être que à la fin de l'intervention de Mathieu, s'il y a des questions, et j'espère qu'il y en aura, n'hésitez pas à vous présenter de manière à ce que l'on sache un peu plus qui vous êtes et quelle est votre fonction. Ça peut aider les intervenants à pouvoir mieux répondre à vos interrogations. Voilà. Mathieu, tu as la parole, si ça te convient. Est-ce que ça fonctionne cette fois-ci? Oui, parfait. Oui. Bon, si vous m'entendez, c'est tant mieux. Écoutez, merci Louis, bonjour à toutes et tous. Je vais tâcher de faire fonctionner mon système correctement. Donc désormais, maintenant que j'ai tout oublié, je vais essayer de vous mettre un diaporama. Ça devrait le faire sans trop de soucis. Hop. Et excusez-moi, je vais y arriver. Partage de l'écran. Là, ça devrait être bon. Vous devez voir normalement mon diaporama, j'imagine. Oui. Ouais, ok. Super. Eh bien, merci Louis. Je suis ravi de participer aujourd'hui. Alors, juste quelques mots pour commencer sur ce dont moi je vais parler. Donc, je suis actuellement chargé de recherche contractuelle au laboratoire d'aménagement d'économie des transports à Lyon. Et j'approche le vélo, disons, dans deux perspectives différentes. L'un plutôt de l'ordre des politiques publiques et l'autre davantage sur le plan des usages, dans une perspective, on va dire, de géographie sociale. Et c'est sous cet angle-là que je vais intervenir aujourd'hui, en essayant de décrire un petit peu eh bien, comment on travaille sur ce qui permet aux personnes de devenir des cyclistes urbaines. Et donc la proposition, c'était un peu de parler aujourd'hui donc de pratique, de socialisation, je vais revenir sur ce que ces termes impliquent, et de représentation là-dedans. Alors, je voulais dans un premier temps remettre un tout petit peu en contexte ce travail. Donc, il échappe sans doute à peu de personnes qui nous écoutent aujourd'hui, le fait que le vélo redevient désormais un petit peu sous les feux de la rampe, en tout cas dans les pays occidentaux, depuis, on va dire, à peu près 2 décennies. Et ça intervient, je dis revient, parce que c'est en réalité un retour. Hein, la part modale du vélo, elle est montée quasiment jusqu'à 30 ou 40%. Donc là, la part modale, hein, pour tout le monde, c'est le pourcentage de déplacements qui sont effectués avec un mode en particulier. Et donc, elle a atteint dans les années 30-40 des dizaines de pourcents en France, mais un peu partout dans les pays industrialisés. On a souvent l'exemple de l'Angleterre aussi qui est assez comparable, avant en fait de chuter
radicalement entre 1950 et 1980, schématiquement avec la multiplication des vélomoteurs et la démocratisation de l'automobile. Et on a aujourd'hui un retour en ville, quelque part, du vélo, pardon. Et je dis bien en ville, où on observe, en tout cas dans la plupart des territoires urbanisés, eh bien, une augmentation de la part modale ces dernières années. Je ne vais pas revenir vraiment sur les causes de cette augmentation, ce n'est pas le sujet de mon intervention, mais je voulais quand même dire que ce redéveloppement du vélo en ville, et ça va transparaître dans ce que je vais raconter ensuite, est en fait relativement inégalitaire. C'est-à-dire qu'il est très variable d'un territoire à un autre. En fait, ce retour, il se passe surtout dans les centres urbains, dans les centres surtout des grandes villes. Il est inégalitaire au plan social, c'est-à-dire que si le vélo était essentiellement le mode de transport, notamment des ouvriers dans les années 30, 40, 50, 60, et bien aujourd'hui, ce retour il s'effectue essentiellement chez les classes supérieures. Et puis, il est inégalitaire au plan du genre, c'est-à-dire que le vélo en ville est assez majoritairement une pratique masculine. Environ 60% des usagers sont des hommes et 40% des femmes. Ça, on aura l'occasion de dire éventuellement un mot sur ce qui peut expliquer cela. Et puis, voilà, donc il faut se méfier un petit peu, notamment au plan territorial, de ce retour. Là, il y a 2 jours, sont sortis en fait les derniers résultats d'une étude déplacement à l'échelle nationale, menée en 2018 et 2019 sur 13 000 foyers, et on observe en fait une stabilité sur les 10 dernières années à l'échelle nationale de la pratique du vélo. Donc on peut en tout cas émettre l'hypothèse que la forte visibilité du vélo en ville dans les grandes agglomérations a tendance à masquer médiatiquement le fait que ça demeure une part modale relativement modeste, hein, à 2,7% des déplacements. Donc ici, tout déplacement confondu, c'est-à-dire que ce soit pour les loisirs, pour les déplacements utilitaires pour aller au travail, par exemple, etc. Donc ça, c'est un petit peu les éléments de contexte dans lesquels nous, on arrive avec un projet de recherche. Donc, on travaille à Lyon et à Saint-Étienne sur ce projet-là, donc 2 agglomérations très distinctes, puisqu'on a Lyon, une ville où on va dire qu'il y a une grande ville relativement aisée, où on a une politique volontariste, en tout cas au sein de la ville-centre, et puis Saint-Étienne, une commune plus petite, plus vallonnée aussi, dans laquelle la politique cyclable est assez balbutiante. Nous, ce qui nous intéresse en fait à travers ces 2 agglomérations-là, donc je dis nous, c'est toute l'équipe du projet Véléval, qui est un projet financé par le laboratoire d'excellence IMU à Lyon, donc une équipe qui comprend, qui a la particularité d'avoir des chercheurs en sciences sociales, donc en anthropologie, en géographie sociale, et d'autres qui travaillent davantage sur les sciences techniques, donc en informatique. Nous, ce qui nous intéresse, le point de départ, c'est de comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'être à l'aise à vélo en ville, et comment ça vient à la fois de l'environnement, hein, donc de contingence spatiale, matérielle notamment, aussi logistique et économique, hein, où se déplacent les individus. Et puis comment ça vient aussi, et c'est beaucoup de ça que je vais parler aujourd'hui, les différentes socialisations des individus à la pratique. Alors, on a la particularité, j'en dirai pas beaucoup plus, mais je le précise un petit peu, de travailler avec une méthodologie assez spécifique, puisqu'en fait, on équipe des cyclistes avec des petites caméras type GoPro, dotées elles-mêmes d'un GPS, et puis en fait, ensuite, on analyse à la fois ce qu'ils filment dans leur pratique, les traces GPS qu'ils utilisent. En fait, cette trace GPS, ces images et puis la carte de cyclabilité générale que je vous montre actuellement nous servent en fait essentiellement, enfin essentiellement pas que, mais en tout cas pour la partie dont je m'occupe, de support en fait de discussion dans les entretiens qu'on mène avec les cyclistes qu'on a recrutés. Ces cyclistes, il y en a une quarantaine, 39 exactement, ce sont tous et toutes des personnes qui vont au travail à vélo. Donc c'est la particularité de notre travail, on se focalise quand même davantage sur eux, donc on va dire globalement ce sont des cyclistes quotidiens. Donc assez intéressant pour voir comment on arrive à cette pratique quotidienne, habituelle du territoire, sachant que ce n'est pas la majorité des cyclistes qui effectuent la totalité de leur trajet domicile-travail à vélo.
Voilà, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment ils sont devenus à l'aise pour le vélo en ville. Là, je vais revenir sur 3 points, puisque je pense que c'est important dans un séminaire ouvert de préciser d'où on parle, puisque j'ai sous-titré l'intervention de pratique, socialisation, représentation. Je vais un petit peu voilà, dire ce qu'on entend par là. C'est le cadre théorique un peu du travail. Je vais y passer assez vite. Je pense que ce n'est pas central aujourd'hui, mais enfin, ça vaut quand même le coup d'être dit. Notre travail sur la question des pratiques, il comprend les pratiques dans un sens assez large. On s'appuie notamment sur la théorie des pratiques qui a été développée par des chercheurs anglophones, qui en fait considèrent les pratiques dans un sens large comme la résultante de normes sociales et de valeurs, de compétences des individus, de savoir-faire, donc des choses sur lesquelles nous on va travailler en termes d'acquisition. Elle s'appuie aussi sur la matérialité, c'est-à-dire que la pratique, elle dépend, on va le voir sur la question du vélo, à la fois de la matérialité du territoire, mais aussi de la matérialité de l'objet, du véhicule, qui a des particularités qui vont, on va le voir, avoir des influences sur comment on se déplace avec et les représentations qu'on peut avoir de la ville. Bon, ça semble assez évident. Et puis, ça dépend évidemment, dans le cadre en tout cas de politiques publiques qui contribuent à rendre possible ou non l'essor de ces pratiques. Un des intérêts de ce travail qu'on effectue à partir de la théorie des pratiques, c'est l'idée de décaler un peu le regard des pratiquants, donc des individus et de leurs caractéristiques sociales, vers les pratiques, en se disant que c'est probablement, en tout cas c'est l'hypothèse qu'on fait, les pratiques qui recrutent les individus. Parce que les pratiques ont un certain nombre de caractéristiques qu'elles vont attirer une population donnée ou unique. C'était pour le premier terme de triptyque. Le deuxième, c'est celui des socialisations. Donc, les socialisations, c'est un truc assez central en sociologie. Donc, je vais me contenter de donner la définition d'Armand, je vous ai écrit. C'est donc l'ensemble des processus par lesquels l'individu est construit, modelé, façonné, fabriqué, conditionné par la société globale et locale dans laquelle il vit. Et c'est le processus au cours duquel l'individu acquiert, apprend, intériorise, incorpore, intègre des façons de faire, de penser et d'être qui sont situées socialement. Donc la socialisation, c'est un petit peu, entre guillemets, ce qui fait la trajectoire, qui fait que l'on devient ce que l'on est. Et nous, on s'intéresse là-dedans, c'est un peu comme ça que j'ai séparé la présentation, un petit peu à 2 manières de regarder les socialisations. Une sur les socialisations aux mobilités cyclables, c'est-à-dire quelles sont les connaissances, les savoir-faire et les compétences nécessaires pour se déplacer en vélo en ville, et comment on les a acquis depuis l'enfance. Donc dans l'enfance, on va parler de socialisation primaire, jusqu'à la pratique à l'instant T, quand nous, on va aller interroger les personnes, comment elles sont devenues progressivement compétentes. Et puis deuxièmement, on pense qu'il y a des socialisations par les mobilités cyclables, qui sont en fait tout ce qui est savoir, tout ce qui est compétences et représentations qui sont développées par le fait même de pratiquer. C'est-à-dire comment ça va changer un petit peu le regard, les représentations et les connaissances des personnes sur un champ varié en fait de questions qui vont de la pratique du vélo elle-même jusqu'à leur propre identité, en passant par leur regard sur la ville, etc. Donc on a un peu séparé en ces deux choses. Voilà, c'est le deuxième aspect, c'est l'aspect sur lequel je vais m'étendre le plus aujourd'hui, parce que je m'appuie notamment en partie sur un travail un article en cours de soumission sur cette question-là qu'on a beaucoup travaillé, parce qu'on avait en fait toute une partie dédiée dans les entretiens qu'on faisait, où schématiquement on refaisait la carrière cycliste, la trajectoire cycliste des personnes avec elles, c'est-à-dire on leur demandait en gros depuis l'apprentissage à l'enfance jusqu'à leur pratique quotidienne, elles de nous expliquer par quelles étapes elles étaient passées, en remontant à chaque fois aussi sur les autres modalités, etc., en s'intéressant particulièrement aux arrêts, aux pauses, à ce qui facilite, ce qu'on appelle les groupes de socialisation, donc les personnes avec qui ça va s'effectuer, etc. Puis un dernier point que j'ai défini quand même si celui-là est un peu plus connu, c'est la question des représentations. Donc ici, la définition que je ne vais pas relire, qui est celle que je donnais notamment dans ma thèse, elle est tirée essentiellement d'un mélange d'inspirations épistémologiques qui viennent à la fois de la géographie sociale, qui a beaucoup travaillé sur la question de la représentation spatiale et de représentation de l'espace, et puis de la psychologie sociale, dont c'est souvent le cœur même des recherches. Donc en disant, voilà, c'est un peu la manière, ce qui va permettre aux personnes d'interpréter et d'agir dans le monde dans lequel elles se meuvent.
Voilà un petit peu les trois petites bases sur lesquelles on était. Je reviens à notre question. Comment est-ce qu'on devient cycliste urbain? Alors, la question n'est pas complètement neuve. Là, j'ai mis un petit peu de bibliographie rapide sur le sujet. La question n'est pas complètement neuve, mais elle n'est pas non plus extrêmement traitée. Schématiquement, en deux mots, la recherche sur le vélo en ville, en fait, elle suit avec du retard un peu la trajectoire de la part modale de ce véhicule. Et donc, elle a longtemps été assez peu représentée dans les études urbaines ou plus généralement en géographie des mobilités, notamment parce que c'est un petit mode, parce que ça a souvent été limité à la question du pur loisir ou du sport, donc intéressant moins parfois les chercheurs. Néanmoins, on a quelques résultats assez solides sur lesquels il y a une sorte de consensus, en tout cas aujourd'hui. C'est d'une part que la pratique cycliste est assez variable en fait. Elle varie très très rapidement en fonction de tout un tas de contingences sur lesquelles on pourra revenir après par rapport aux résultats de notre étude. C'est quelque chose qui est assez... alors, s'il y a des constances, mais en tout cas, l'arrêt ou la pause, l'interruption ou la reprise sont vraiment des grands classiques de la pratique. Et puis, contrairement à, par exemple, l'automobile ou les transports en commun, c'est aussi une pratique qui n'est pas exclusivement une pratique de déplacement, donc de type transport, de type utilitaire, mais qui est aussi parfois une pratique sportive et parfois une pratique de loisir. Et du coup, on le verra tout à l'heure, on a de passage entre ces pratiques qui vont s'influencer mutuellement. Elles ne sont pas dans des champs complètement isolés. Et on peut avoir au cours de la vie des individus des moments où ils vont complètement, par exemple, arrêter de se déplacer en vélo pour des motifs utilitaires, de déplacement, de transport, mais continuer de le faire pour de la balade, par exemple. La deuxième chose qu'on sait aussi un petit peu, c'est dans les travaux qui ont été faits, c'est on commence à avoir des idées un peu de typologie d'événements qui vont favoriser ou au contraire freiner des reprises ou qui vont créer des freins, et notamment tout un tas d'événements qui sont en fait relativement extérieurs à la question de la mobilité elle-même. Alors, sur un mode comme le vélo, évidemment actif, c'est-à-dire que l'énergie est celle des muscles, ou essentiellement des muscles dans le cas des vélos assistance électrique, des individus qui pratiquent. Le fait de changer le trajet qu'on va faire va forcément avoir une influence sur ce mode. Donc les déménagements qui vont aller avec, le changement de travail, etc., vont modifier ça. On va avoir des modifications qui sont importantes aussi de ces pratiques du côté de ce qui va être le changement de la structure familiale. Ça, on y reviendra un peu parce qu'on le voit dans notre travail, mais schématiquement, grossesse et puis en fait ensuite la gestion des enfants ont une influence évidemment sur comment on se déplace. Donc sur le fait de pouvoir adopter le vélo ou pas. Et puis on a évidemment sur un moyen de transport comme le vélo des impacts assez directs sur la pratique qui sont liés purement à l'état physique des personnes, qu'il s'agisse par exemple de dégradation ponctuelle comme une blessure ou de dégradation graduelle liée notamment au vieillissement. Donc, pour revenir à la question qui nous occupe, nous, on travaille donc sur l'hypothèse que devenir cycliste, eh bien, ça dépend d'un ensemble de circonstances variables qui sont liées à la fois aux socialisations et à la question territoriale. La question territoriale, je vais la mettre un petit peu en arrière-plan aujourd'hui, mais en tout cas, on s'intéresse quand même à la dimension du monde matériel, c'est-à-dire le vélo dépend quand même largement du rapport à l'objet et du rapport au territoire. J'ai divisé mon intervention en deux grandes parties, qui sont celles qui apparaissent ici. Donc d'abord, je vais parler de socialisation aux mobilités cyclables. On verra les trois points que j'ai listés. Et ensuite, de socialisation par les mobilités cyclables. Avant de continuer, je veux juste m'assurer que ça, tout le monde m'entend, c'est clair. Je parle pas trop vite. Le son, il n'est pas idéal. Le son n'est pas idéal. Est-ce que le son sort de ce micro-là ou pas du tout en fait? Est-ce que là, vous m'entendez toujours de la même manière?
C'est mieux. D'accord. En fait, c'est que ce micro que j'ai devant moi depuis tout à l'heure, en fait, il n'est pas branché. Bref, mes excuses pour le son, je vais essayer de faire de mon mieux en me penchant vers le micro. Euh, Première partie donc, la question des socialisations aux mobilités cyclables. Alors, notre travail montre assez fortement que globalement, on peut retrouver une espèce de typologie chez les cyclistes français qui situe l'apprentissage du vélo est très très commun, hein, c'est-à-dire que la majorité de la population apprend à faire du vélo pendant l'enfance, souvent de 3 à 6 ans, avec un personnage référent qui est souvent le père, hein, qui va apprendre à faire du vélo. C'est comme une assez genrée. Hein. Secondairement, les parents, parfois les grands-parents, mais on a vraiment cette dimension qui est importante. Et donc, on apprend souvent entre 3 et 6 ans. Et ce qu'on a pu constater, c'est souvent des apprentissages qui se font en dehors des zones urbaines denses. Ce qui peut paraître un peu paradoxal par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'avoir un redéveloppement du vélo essentiellement dans le centre des grandes villes, oui, mais quand, en tout cas sur les panels sur lesquels nous travaillons, l'apprentissage primaire lui-même a plutôt effectué à l'extérieur. Alors ça, soit dans des zones périurbaines ou rurales, parce que les personnes y habitaient, soit assez souvent en fait chez les grands-parents lors des vacances. C'est-à-dire que l'apprentissage, quand je parle des apprentissages initiaux, on est vraiment sur l'équilibre, savoir rouler droit, ça apprendre à tourner, etc. Donc le b.a.-ba de la pratique du vélo, c'est-à-dire pas encore ce qui va permettre à proprement parler de dire qu'on fait de faire du vélo en ville, de l'adopter quotidiennement, mais ce qui va simplement être les premiers apprentissages. Globalement, ça se fait souvent en dehors des villes. Pourquoi? Parce que l'environnement est perçu comme plus favorable, avec des chemins ou par exemple des raquettes de lotissement où les vitesses, où le trafic est modéré, etc., où c'est adapté à la balade. Voilà. On a quelques exceptions à ça, c'est-à-dire qu'à nouveau sur les effets de territoire, on voit que les quelques personnes qui ont appris à faire du vélo en ville de notre panel, qui l'ont appris directement en milieu urbain, l'ont fait souvent dans des villes considérées comme relativement cyclables. Donc l'exemple de Strasbourg par exemple, mais aussi de Grenoble en France, ou parce qu'en fait ils ont été fortement incités dans des cadres familiaux très favorables, c'est-à-dire essentiellement des parents pro-vélo, etc. Ça, c'est vraiment le point de départ des apprentissages familiaux. Et puis, ce qu'on observe aussi, c'est que souvent, alors évidemment, ces descriptions-là, elles sont relativement vagues, les souvenirs sont relativement imprécis. Hein, rarement, on a des gens qui ont des souvenirs extrêmement précis ou extrêmement ou non reconstruits de quand ils ont 3 à 6 ans. Mais ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'en grandissant, eh bien, le vélo, qui est donc en général d'abord un jeu ou un loisir, se passe d'abord dans le jardin familial, par exemple, et va conquérir un espace de plus en plus grand, avec un apprentissage qui se fait en fait de moins en moins encadré, par exemple, par les parents et de plus en plus par le groupe familial ou les amis relativement rapidement, les copains à l'école. Donc, on a quand même une forme d'apprentissage en autonomie du vélo où, mine de rien, on apprend un certain nombre de compétences mobiles qui vont permettre ensuite plus facilement de se retrouver à l'âge adulte à faire du vélo en ville. Ça nous lie assez facilement si on s'intéresse à d'autres gammes que le pur apprentissage, mais en termes de représentation, une chose qui ressort très fortement dans les discours, c'est le vélo un peu comme espace de liberté à l'enfance ou à l'adolescence, avec des nouvelles sensations, des nouvelles émotions. C'est la rapidité, c'est parfois le symbole d'une forme d'autonomie par rapport aux parents, etc. Et c'est un sentiment de liberté qui se retrouve en fait assez souvent mis en avant ensuite dans les discours. Et donc là, je l'ai mis en avant en particulier chez les femmes. Notamment en ce qui permet, en tout cas, d'échapper parfois à des interactions, notamment machistes dans la rue,
mais c'est vraiment un registre important dans la discussion autour du vélo. Cette question de la liberté, elle est assez centrale. Bon, il faut voir, hein, c'est relativement logique, hein, le vélo est un mode de transport individuel. Il est fortement adopté parce qu'il est individuel et parce qu'il y a une forme de liberté individualiste qui va avec. Il n'y a pas grand étonnement là-dedans, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on constate. Deuxième chose sur laquelle on s'est intéressé du point de vue de l'apprentissage des pratiques, c'est ce qu'on va appeler les groupes de pairs, un petit peu plus vieux, et comment ils ont contribué aux socialisations secondaires, c'est-à-dire à acquérir les compétences et les savoirs nécessaires à la pratique du vélo, cette fois dans un cadre urbain. Alors d'abord, j'ai écrit donc, du vélo du pauvre ou de l'original au vélo des classes supérieures. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, mais globalement, ça, on a quand même quelque chose, nous, dans nos entretiens, qui se voit. Il y a une question de génération là-dedans. Donc, on a parfois des personnes, notamment aujourd'hui, comme on a des personnes qui travaillent, qui ont plus d'une soixantaine d'années pour les plus âgés, hein, il faudrait éventuellement travailler sur des personnes en retraite. Ça pourrait être tout à fait intéressant. Notamment, on a chez certaines personnes plus âgées, issues de milieux populaires, cette idée d'une image négative du vélo, hein, comme le vélo du pauvre, etc. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que l'usage du vélo, comme à la fois associé au vélo du pauvre ou réputé dangereux, en fait, ça ne va pas de soi. Quelque part, il faut être capable de dépasser ces choses-là. Et c'est en fait souvent la dimension récréative qui va faire ce transfert et qui va permettre aussi plus facilement à des personnes issues des classes supérieures aujourd'hui en fait, de se mettre à distance assez facilement de ces clichés-là. La deuxième chose, c'est que cette question des classes supérieures, elle va avoir une incidence que nous, on voit clairement dans nos panels. C'est l'influence en fait, des études supérieures comme en fait, un moment où on va se remettre à faire du vélo, notamment lié à la prise d'autonomie dans les grandes villes, à certains déménagements dans des villes particulièrement cyclables et à des effets d'entraînement. Donc, quand je parle d'études supérieures, c'est assez logique. Schématiquement, on a quand même beaucoup d'abandon. Alors ça, ce n'est pas nos travaux qui le montrent, mais par exemple ceux de David Sayag. On a quand même le vélo est régulièrement abandonné, particulièrement chez les femmes, à l'adolescence. Alors, pour un certain nombre de raisons, sur lesquelles on pourra éventuellement revenir sur l'une ou deux plus tard. Mais globalement, voilà, les études supérieures marquent parfois la reprise et elles marquent pour certains, en plus de nous enquêter, l'arrivée en milieu urbain. Donc des personnes qui ont grandi en milieu rural, qui ont grandi en milieu périurbain et qui débarquent pour les études en ville. Et elles s'accompagnent aussi de déménagements. Elles s'accompagnent parfois de déménagements dans des environnements plus cyclables, plus familiers. Donc des endroits où dès les années 2000, par exemple, des aménagements cyclables favorables, etc. Donc, à nouveau, hein, les exemples français, c'est souvent Grenoble et Strasbourg qui reviennent. Ce sont des grosses villes étudiantes, particulièrement Grenoble, hein, dans le cadre où on étudie Lyon et Saint-Étienne, c'est-à-dire les circulations régionales des étudiants. Et en fait, on va se mettre à faire du vélo tout simplement parce que l'espace y est favorable, mais parce qu'on a aussi un peu un effet de masse critique qui fait que on va voir des personnes circuler à vélo, on va s'y mettre. Et on va devenir, entre guillemets, à l'aise, pour reprendre notre qualification, dans des endroits où c'est relativement facile. Ce qui, ensuite, permettra plus facilement, si l'on revient par exemple à Saint-Étienne, où la cyclabilité de la ville générale n'est quand même pas très haute, de se sentir en confiance, d'avoir les compétences nécessaires pour pratiquer dans un cadre moins favorable. On a là-dessus même des cas plus encore forts, qui sont le cas des personnes qui sont parties en Erasmus, hein, donc à niveau études supérieures plus Erasmus, où on va dans des villes nettement plus cyclables, hein, exemple des personnes qui ont pu aller passer leurs études un petit peu une année au Danemark, à Copenhague ou encore à Amsterdam.
Et puis, la deuxième chose qu'on observe à l'âge adulte, c'est l'effet en fait de socialisation qui s'effectue au sein du couple ou du groupe de colocataires. C'est-à-dire que voilà, si vous avez un conjoint ou des colocataires qui sont des cyclistes pratiquants, eh bien, vous avez plus de chances, entre guillemets, de vous y mettre. D'abord parce qu'on va avoir des phénomènes d'incitation ou de circulation en groupe, où ça va être agréable de faire du vélo ensemble, mais aussi parce que, outre des compétences de la mise en selle, c'est-à-dire le fait de sortir ensemble, c'est aussi des espaces dans lesquels on partage des trucs et astuces, qui vont de la capacité à réparer une crevaison jusqu'à le fait de prendre tel ou tel axe en fonction du fait qu'on trouve plus ou moins sécurisé, par exemple. Cette question du groupe de elle se rapporte ensuite aussi à d'autres questions, et notamment la question un petit peu du vélo, comme aujourd'hui mode de distinction de certaines catégories socio-professionnelles. Juste avant ça, de manière similaire à ce qu'on pouvait avoir avec le couple ou les colocataires, mais quand même un peu moins forte, on a la question des collègues, où voilà, le fait d'avoir des collègues cyclistes, que ce soit un objet de discussion finalement au bureau, eh bien, a tendance à favoriser ça. La question de la distinction, je vais essayer de l'introduire avec des groupes en fait spécifiques. On a des groupes sociaux dont en fait, la pratique même du vélo est au cœur. Alors, ce n'est pas le cas pour les principaux cyclistes, hein, pour qui ça demeure soit un moyen de transport, soit un moyen de loisir. Mais on va avoir un certain nombre d'individus qui vont investir une bonne partie de leur vie autour de ça. Nous, on a notamment quelques cas assez intéressants sur la question des jeunes hommes qui roulent en pignon fixe. Alors, un pignon fixe, pour les personnes qui ne savent pas, c'est un vélo qui n'a pas de vitesse, en fait. Hein, donc, contrairement à la plupart des vélos qui ont une roue libre, donc si vous arrêtez de pédaler, la roue continue de tourner. Le vélo à pignon fixe, la roue arrière se bloque quand vous arrêtez de pédaler, ce qui permet de freiner en dérapant. Donc, c'est un côté assez spectaculaire et sportif. Ça a été introduit à l'origine par les coursiers new-yorkais parce que ça demande très très peu d'entretien. C'est des pneus qui servent de frein et vos tendons de genoux. De ce fait, c'est ensuite devenu progressivement un objet branché. Et donc on a notamment à l'exemple de la citation que j'ai mis sur le slide là, un certain nombre de jeunes hommes, c'est une pratique quasiment exclusivement masculine, qui vont former des groupes autour de la pratique de ce vélo, donc qui est à la fois un élément de reconnaissance. Hein, quand on se croise dans la rue, eh bien, on a ces beaux vélos et qui vont générer en fait des discussions internes dans les groupes. Donc, typiquement, c'est des groupes où on va aller faire la course ensemble, on va faire des apéros où on bricole les vélos, et il y a des relations amicales et amoureuses qui se tissent autour de ça. De fait, la pratique de ce vélo spécifique, elle crée une pratique distinctive. C'est-à-dire, il y a distinction à partir du moment où, à la fois, on a une unification du groupe autour de la pratique, c'est-à-dire que c'est ça qui va faire le ferment du groupe social, et une différenciation par rapport aux autres usagers de la route. Et ça, en fait, en réalité, on va le retrouver avec d'autres types d'usagers. Hein. Les usagers de vélo cargo, aujourd'hui, peuvent avoir... alors, ça se joue sur autre chose. Les valeurs qui sont mises en avant par le pignon fixe, c'est la prise de risque, la vitesse, et une forme de masculinité relative, de virilité associée à la question sportive. Ce n'est pas du tout ce qu'on va retrouver sur le vélo cargo, qui va plutôt un signe ostentatoire de conviction écologique et de prendre soin de ses enfants. Ce n'est pas exactement les mêmes populations socialement, mais globalement, ça refait des groupes qui se forment autour de ça et qui se distinguent. Et puis, on va avoir potentiellement des choses relativement comparables pour celles et ceux d'entre vous qui pratiqueraient les réseaux sociaux, sur les groupes de vélo-taffeurs, donc, qui se définissent comme ça, vélo-taffé, hein, de taffer, travailler et y aller à vélo. Donc, les personnes qui font leur domicile de travail à vélo sont très actifs sur le web avec des actions qui consistent essentiellement à discuter des bons ou des mauvais comportements des automobilistes ou des cyclistes. Et globalement, on va faire groupe autour de ça. Et ça, c'est assez intéressant parce que
si ces groupes-là, ils sont en fait relativement minoritaires et ils ne composent pour l'essentiel pas les cyclistes urbains, ils permettent d'introduire quand même cette question du vélo comme moyen de distinction. Et aujourd'hui, même si c'est encore très minoritaire, etc., on voit chez un certain nombre de pratiquants, enfin de ceux qu'on a interrogés, que le vélo il joue un rôle de représentation sociale, de mise en avant d'un certain statut social, notamment conforme, on va dire, à l'injonction écologiste. De fait, ça c'est assez fort. C'est d'autant plus fort que finalement l'écologie, elle est assez loin en arrière-plan. Motivation qui pousse à faire du vélo, que ce soit notre étude ou à peu près la plupart des collègues qui travaillent avec des méthodes qualitatives sur les cyclistes urbains. Globalement, les motivations à faire du vélo en ville, quand vous interrogez les personnes, l'écologie, elle arrive loin. Après, en fait, la flexibilité permise par le vélo, son efficacité, sa rapidité comme mode de transport, la possibilité du plaisir qu'on en tire, notamment à travers l'activité physique qu'il procure, etc. Elle arrive loin, mais elle est en arrière-plan. C'est-à-dire que, mine de rien, on a une prise de conscience majeure dans la société de la question environnementale. Et de fait, ça participe à des discours de justification et donc à des discours de distinction aujourd'hui, de la même manière que pourrait l'être le fait de ne s'alimenter que dans des magasins bio. Finalement, moi, je pose la question avec un point d'interrogation là, mais tout ça pose la question de est-ce qu'on peut parler d'un groupe social qui serait les cyclistes, donc un groupe social spécifique. Et ça, pour l'instant, la question est assez ambiguë, mais je pense qu'il y a quand même, mine de rien, une forme de formation de cette idée-là. C'est-à-dire que à la fois, les cyclistes sont globalement un groupe social, enfin, si c'était un groupe social qui serait très hétérogène socialement, sociologiquement, mais aussi en termes d'intérêt et de motivation. Donc, c'est compliqué de parler de groupe social en particulier. En revanche, ils partagent des intérêts communs, notamment, on va dire, dans la bataille pour l'espace public, qui peut y avoir dans la concurrence entre les différents modes de transport, et notamment, on va dire, entre les modes actifs et la prépondérance de l'automobile dans les villes actuelles. Donc, potentiellement, on commence quand même à avoir cette chose-là qui apparaît, ce qui fait qu'on a cette question du groupe social, ce qui fait qu'on a des discours, même s'ils sont peu nombreux, où on va avoir l'apparition d'un discours d'un nous, les cyclistes, contre un eux, qui seraient les autres usagers de la route, mais aussi des discours qui vont porter sur l'image qu'on aimerait renvoyer des cyclistes. Ça, vous pouvez l'avoir notamment chez, alors on n'en a pas beaucoup dans le panel volontairement, mais chez les militants vélo, dont certains considèrent qu'avoir un comportement ostentatoirement positif, c'est-à-dire très cordial avec les piétons, par exemple, très respectueux du code de la route, serait une manière de donner une bonne image des cyclistes. Donc on voit que derrière cette idée de la bonne image, c'est bien qu'on y associe un groupe, qu'on s'associe quelque part à la pratique et que ça fait partie de son identité. Je ne sais pas si je ne suis pas un peu long, je vais peut-être accélérer. Un autre point important, je le disais tout à l'heure, c'est la question en fait des interruptions et des reprises. J'ai dit donc un peu la normale des trajectoires, c'est-à-dire que c'est quand même un point très intéressant sur le vélo, et notamment si on veut questionner son retour et son potentiel, qui est la question des interruptions et des reprises. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des effets qui viennent de différents endroits. Nous, les personnes qu'on a interrogées, elles se situent dans une trajectoire qu'on a qualifiée entre guillemets d'en pointillé. Alors, trajectoire en pointillé en se référant à des travaux qui sont notamment ce Chatterjee que je citais au début dans mon petit listing, et de Dimitri Marintiek et Patrick Rira, qui ont travaillé sur les trajectoires des cyclistes, c'est-à-dire comprendre un petit peu dans quel sens vont les parcours des individus, quelle est la typologie d'évolution de leur pratique. Et ils évaluaient notamment deux typologies, il y en a d'autres de trajectoires. Une qui est schématiquement la trajectoire croissante, c'est-à-dire avec des pratiques en augmentation, c'est-à-dire à la fois en diversité et en fréquence, et puis des trajectoires décroissantes. Nous, on a
plutôt des trajectoires croissantes chez nos individus, puisque forcément, on les interroge au moment où ils ont une pratique quotidienne. Donc, à la limite, elle n'a jamais été aussi élevée qu'on les interroge. Mais surtout, elle est en pointillé. On a des arrêts assez immédiats. La première chose, c'est évidemment lié à la question du mode musculaire. C'est-à-dire, puisque vous vous déplacez à la force de vos mollets, eh bien, on va avoir une cumulation en fait, de la question du territoire, donc notamment la pente, joue quand même un véritable rôle, et de l'effort physique. Vous allez avoir des trajectoires tout simplement parce qu'un déménagement génère une pente importante. Alors à Lyon et à Saint-Étienne, on a des collines qui sont importantes. La Croix-Rousse, par exemple, c'est une centaine de mètres de dénivelé entre le haut et le bas. Donc le fait de la montée, si vous n'avez pas un vélo à assistance électrique, c'est quand même un effort physique que tout le monde n'est pas prêt soit à réaliser, soit à consentir. Et donc les choses vont se cumuler entre des variations de santé ponctuelles ou durables, mais aussi avec la question du territoire. La question du territoire, ce n'est pas seulement celle-là, c'est le changement du territoire, c'est-à-dire un meilleur aménagement du territoire. Il va parfois amener des pratiques à reprendre, c'est-à-dire typiquement, le cas, c'est que vous avez des pratiques de loisirs. Il y a un aménagement structurant qui est construit à peu près entre vous, entre votre habitation et votre travail, et vous allez plus facilement, facilement sauter le pas pour vous y mettre. À l'inverse, vous déménagez où votre lieu de travail change et passe par exemple du centre-ville d'une grande ville à la périphérie de la même grande ville, il est très probable que la pratique, en tout cas, s'arrête ou devienne moins régulière. Là-dedans, on a ces questions des interruptions, elles sont très marquées chez les femmes, plus encore que chez les hommes et les femmes. Chez les femmes, c'est très très fort, avec une chose assez basique, la grossesse en général freine puis arrête totalement la pratique du vélo. Et ensuite, ce sont les femmes quand même qui gèrent l'essentiel de l'économie domestique, c'est-à-dire le fait de s'occuper des enfants et des courses, et qui, de fait, nous s'occupons davantage de cela. Le vélo y est, quand même, il faut le dire, beaucoup moins adapté que pour une pratique individuelle. Donc, la pratique s'arrête. Aujourd'hui, nous, on a quelques personnes dans nos panels plus jeunes, en tout cas que des enfants aujourd'hui, donc une trentaine d'années, à qui l'évolution matérielle, donc la possibilité notamment de bénéficier de vélo cargo ou assistance électrique, permet de reprendre une activité cyclable plus rapidement que ce n'a pu être le cas pour d'autres personnes. Mais globalement, on a ces effets de genre qui sont assez marqués. Souvent, on a ensuite un retour en fait, des femmes qui pratiquent ou qui utilisent le vélo au quotidien vers le vélo, une fois que les enfants en fait, sont autonomes, on peut reprendre la pratique. Deux autres choses sur lesquelles je voulais souligner sur le lien entre ces interruptions et ces reprises. Il y a aussi ensuite quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on a quand même des phénomènes où quand la pratique s'installe au quotidien, on a vraiment une question de la notion du besoin perçu qui s'installe, c'est-à-dire qu'on ça devient un besoin et ça devient extrêmement important, le fait de faire du vélo. Donc on a vraiment plutôt un mode qui est relativement exclusif en fait, c'est-à-dire que plutôt on va s'adapter pour faire face à la pente, à la pluie, etc. Globalement, ça devient quelque chose qui est perçu comme très positif, à laquelle on s'accroche, qui fait partie de l'identité. Dernière chose, puis après je vais accélérer encore plus, c'est l'influence que ça peut avoir sur les choix résidentiels. Le fait, mine de rien, d'être cycliste. Jusqu'à présent, nous, dans notre trajectoire, on a quand même souvent des personnes qui déménagent assez indépendamment de ça et qui arrêtent ou qui recommencent à faire du vélo en fonction, par exemple, de la localisation de leur emploi et de leur habitat, pardon. Mais ça joue aussi un rôle dans l'habitat en disant on va plutôt rester en ville, par exemple, que partir vivre dans des zones périurbaines pour pouvoir continuer de se déplacer à vélo, ou encore on va y accorder une importance, notamment dans les critères de recherche d'appartement. Je crois que j'ai déjà bouffé tout mon temps de parole, ou pas loin. Quelques mots néanmoins sur les socialisations par les mobilités cyclables. Je
vais aller très vite. La première chose qui est assez intéressante du travail, c'est le passage d'une mobilité à une autre. D'un motif de déplacement, d'utilisation du vélo à un autre. C'est-à-dire que souvent, notamment, donc la socialisation primaire se fait essentiellement par le loisir, mais ce n'est pas la seule. Et en fait, le loisir, qu'il s'agisse de balade ou parfois de voyage à vélo, ou de sport, encore la pratique sportive, elle se fait souvent dans un contexte favorable. C'est-à-dire qui n'a pas la pression du trajet quotidien, qui se fait dans des lieux agréables, qui se fait souvent dans un cadre familial ou amical. Et donc, en fait, avoir une pratique du loisir, c'est, dans ce contexte-là, ça permet de développer des compétences qui vont ensuite pouvoir être réutilisées facilement dans des trajets plus quotidiens, mais c'est aussi développer, entre guillemets, une attitude plus favorable au vélo, c'est se rendre compte qu'on est capable d'effectuer des distances plus grandes, etc. Donc on a quand même une perméabilité des pratiques qui est assez intéressante parce que, disons, elle met un petit peu en doute les catégories d'analyse qui sont souvent plaquées dessus, notamment par les chercheurs, qui sont toujours ce triptyque pratique utilitaire, pratique sportive, pratique de loisirs. Avec une petite particularité intéressante qui est le voyage à vélo. On ne l'avait pas du tout vu venir, ça ne faisait pas partie du tout de nos hypothèses de travail, mais on a quand même un certain nombre d'individus dans nos panels qui évoquent le tourisme à vélo comme ayant été un élément déclencheur de leur pratique quotidienne, notamment parce qu'il se fait sur de longues distances, mais aussi parce qu'il s'accompagne souvent de l'achat d'un vélo de bonne qualité, ce qui va favoriser le fait de se mettre à faire du vélo au quotidien. Ce qui me permet, cette question du vélo de bonne qualité, de rebondir sur la question des dispositifs techniques, en fait, des véhicules eux-mêmes et du rôle qu'ils jouent. Pour aller très vite, on s'est intéressé à, enfin, les résultats que je présente en tout cas là sont sur trois typologies de dispositifs techniques. Un premier qui est le deux roues motorisées. Le deuxième dont je vais parler, c'est la question des vélos en libre service. Et le troisième, c'est l'électrification, enfin la montée en puissance de l'assistance électrique. Globalement, on a un résultat contre-intuitif que nous, on trouve très intéressant, qui est le fait que les deux roues motorisées aient pu, qu'avoir fait en fait, du cyclomoteur, notamment à l'adolescence, peut avoir un impact favorable sur le fait de se déplacer en vélo en ville. Et on le voit alors, pour plusieurs raisons différentes, mais schématiquement, on a un certain nombre d'individus qui ont totalement abandonné le vélo après l'enfance au moment où ils ont eu un cyclomoteur, parce que c'était plus valorisant, parce que c'était les sorties avec les amis, parce que ça va plus vite, plus loin, etc., sans faire d'efforts, associé à un certain nombre mais pour qui en fait ça a été le véhicule d'introduction à une pratique de déplacement. C'est-à-dire qu'on est passé du vélo loisir au cyclomoteur pour le déplacement, donc pour se rendre notamment souvent au lycée ou au travail. Et de fait, mine de rien, c'est un cycle. Il y a des liens qui se font en termes de compétences sur la manière dont on se déplace avec un deux roues motorisé et avec un vélo. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais on a une chose qui est intéressante, c'est aussi dans ce petit groupe-là, pour qui le vélo arrive soit immédiatement après, soit des années après le cyclomoteur, on a quand même un certain nombre d'individus qui sont passés directement du cyclomoteur au vélo à assistance électrique. Donc, ça ne garantit rien, à nouveau, hein, notre travail est purement qualitatif, mais c'est assez intéressant en termes de logique. De la même manière, très rapidement, 3 mots sur le vélo en libre service. Dans le cadre d'une ville comme Lyon, ce n'est pas du tout le cas à Saint-Étienne, où le vélo en libre service type Vélove est assez ancien et développé, on constate qu'en fait, il a servi de tremplin à la pratique individuelle sur des vélos, sur du vélo privé ou sur une régularité qui reste sur le vélo en libre service, notamment en fait parce que ses qualités intrinsèques du type qu'il est très peu contraignant, parce que vous n'avez pas à craindre le vol, pas à l'entretenir, qu'il est facile d'aller quelque part en métro et de revenir en vélo, etc. Et le faible coût de l'abonnement, notamment dans le cas des étudiants. En fait, le vélo en libre service dans le Grand Lyon, très clairement, alors à Saint-Étienne, ce n'est pas tellement le cas parce que le système de vélo en libre service est assez défectueux, mais clairement joue un rôle d'acquisition de compétences, joue un rôle en fait, de passage à la pratique cycliste, de développement de représentation qui reste relativement les mêmes en vélo privé ensuite.
Dernier point sur lequel je voulais revenir, c'était la question de l'assistance électrique. Donc aujourd'hui, le marché du vélo n'est pas encore dominé par le vélo assistance électrique, mais c'est clairement une progression très très forte, notamment parce qu'il est subventionné par les puissances publiques. L'assistance électrique a des effets aussi sur les pratiques urbaines assez directement. On a listé deux ou trois qui sont assez saillants dans notre travail. Il y a une question de l'extension spatiale de la pratique, c'est-à-dire que le vélo à assistance électrique va permettre au vélo de se développer, notamment dans les zones vallonnées, mais aussi d'avoir des distances plus importantes qui vont être couvertes. Il va engendrer des trajectoires résilientes, donc ça, j'emprunte ça aussi comme terme au travail de Dimitri Maranchek, mais avec cette idée qu'on va avoir des cyclistes un peu âgés qui se seraient arrêtés de faire du vélo ou qui en auraient fait de manière moins régulière, qui continuent en fait à faire du vélo grâce, entre guillemets, au vélo à assistance électrique. Et puis, il a un rôle aussi de mise en confiance des cyclistes expérimentés. Donc, on constate, en tout cas dans les discours qu'on a recueillis, que en fait, avoir un VAE, c'est aussi pouvoir accélérer plus vite, démarrer plus vite au feu, c'est se sentir plus à l'aise que si on avait peur de coincer physiquement, etc. Donc, globalement, on a une influence qui reste à mesurer. Hein. Le vélo assistance électrique, c'est quand même très récent comme phénomène, surtout dans les proportions qu'il a aujourd'hui, qui semble assez... en tout cas, il y a des choses à comprendre sur ce que ça change par rapport au vélo classique. Je voulais raconter des bêtises sur le territoire un peu plus, mais c'est pas central. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup.